Hi everyone! Before this video starts, I wanted to clarify that yes, it is going to be in French, but if you need any advice to learn any languages that you want, I wrote the subtitles in English so that you guys can understand what I'm saying through this entire video. I hope it's gonna help you, and thank you very much for watching. Ok, bonjour à tous déjà pour commencer. Ça fait un petit peu bizarre, je vais pas mentir, de faire la vidéo en français, je suis trop habituée à l'anglais. Ça va faire trop bizarre de monter aussi, mais bon, peu importe. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière et logique que je fasse en français, vu que je vais parler de comment j'ai appris l'anglais, sachant que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent. Je vais utiliser mon exemple d'avoir appris l'anglais, mais ça marche pour un petit peu toutes les langues, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez adapter pour vous, par rapport à la langue que vous voulez apprendre. Je pense mettre des sous-titres en anglais, pour ceux qui parlent anglais et veulent apprendre une autre langue, parce que la majorité des gens qui me suivent parlent anglais déjà. Mais je sais que c'est des questions qu'on me pose souvent par rapport à mon anglais et comment je l'ai amélioré, notamment parce que, comme vous pouvez le voir, la majorité de mes vidéos sont en anglais. Je crois qu'il n'y a qu'une seule qui est en français, c'est quand j'ai présenté mon dortoir quand je suis partie voyager aux États-Unis et que j'ai fait une année d'université, mais sinon tout le reste est en anglais. Donc c'est vrai que la majorité des gens qui me suivent sont peut-être même pas au courant que l'anglais n'est pas ma première langue. Même si de temps en temps ça s'entend, bien évidemment, je fais toujours des petites erreurs, soit de prononciation, soit de conjugaison ou plein d'autres choses, mais la majorité du temps, ça s'entend pas directement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour justement parler de ça et que je puisse vous donner mes petits conseils que j'ai pu réunir au fur et à mesure des années, dans l'espoir que ça puisse vous aider. Premièrement, on va parler un petit peu des conseils que je peux vous donner, ensuite des difficultés que vous pouvez rencontrer, et j'ai mis un troisième point en dernier par rapport au regard des autres, et c'est quelque chose que j'ai mis à la fin parce que je sais que c'est surtout quelque chose qui arrive en France. Donc si vous n'êtes pas français, c'est quelque chose où vous allez peut-être être moins concerné. Il faut savoir qu'en France, on a un peu cette culture de la honte des gens qui parlent en anglais ou qui essayent de bien parler anglais. Et j'ai un peu envie d'en parler parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai un peu envie de démystifier tout ça parce qu'on a tendance à penser que les gens qui se moquent de nous quand on essaie de faire des efforts en anglais, c'est parce qu'on est nul, mais la vraie raison, c'est pas du tout ça. En tout cas, j'ai suffisamment de preuves pour vous montrer que c'est pas vous le problème, et qu'il faut sortir ça de sa tête, c'est pas que vous êtes nul, il y a d'autres raisons derrière ça, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors on va commencer du coup avec les conseils que j'ai pour apprendre l'anglais. Et le plus gros conseil que je peux vous donner, mais vraiment le plus gros conseil, c'est trouver une raison qui est propre à vous. Ça doit être une raison qui vous parle. Quand vous vous dites pourquoi je veux apprendre l'anglais, ça doit être honnête. Si jamais vous n'arrivez pas à être honnête sur ça, je pense que ça va être plus difficile d'apprendre l'anglais après coup. Pour pas parler dans le vent et que je puisse imaginer un petit peu tout ça, je vais vous expliquer ce qu'il en est de ma situation. La raison pour laquelle j'ai appris l'anglais super vite, c'est parce que j'avais envie d'être actrice dans des films américains. De base, c'était ça. Aujourd'hui, j'ai aussi envie d'écrire des livres, mais des livres en anglais. J'ai toujours plus été attirée par la culture anglophone. J'ai pas trop de raisons pourquoi, je sais que le cinéma français ça m'a jamais vraiment attirée, alors que le cinéma américain c'était en mode what the fuck. J'ai aussi réalisé que la majorité des livres que je lisais en français, ils étaient traduits de l'anglais. Donc en fait j'avais tendance à préférer les histoires d'auteurs anglophones. Et pour cette raison je me suis dit que j'avais vraiment pas le choix d'être bilingue. J'avais pas le choix d'être bilingue, c'était ma raison, il fallait que je sois bilingue. Donc en fait c'était même pas une question de est-ce que je vais y arriver ou pas, j'étais obligée d'y arriver. Et là je vous donne ma raison, mais bien évidemment si votre objectif c'est juste de voyager de temps en temps et que vous avez pas besoin d'avoir un anglais parfait, votre objectif va être différent, donc vous allez travailler sur votre anglais différemment, et c'est pas grave, l'important c'est que les résultats que vous recherchez soient adaptés à la raison pour laquelle vous voulez parler anglais. Vous avez pas besoin d'être bilingue si c'est juste pour parler à votre cousin anglais qui vient de temps en temps, c'est pas grave. Adaptez vos efforts par rapport à la raison pour laquelle vous voulez parler anglais, parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez apprendre à côté qui vous intéressent peut-être plus que l'anglais. L'important c'est juste de doser et savoir quel effort vous voulez mettre dans l'apprentissage de la langue. J'étais un jour partie à New York avec ma famille quand j'étais plus jeune et on avait rencontré ce gars. Faut savoir que mon père il parle à tout le monde hyper facilement, et donc on se promenait dans un parc et on croise un gars, il devait avoir un petit truck avec plein de babioles à vendre, enfin bref. Et ce monsieur nous explique qu'en fait, il a appris l'anglais comme ça. En gros, il a appris l'anglais en venant à New York. C'est-à-dire qu'un jour, il s'est dit, je vais habiter à New York. Il a pris ses bagages, il est arrivé à New York, il savait pas parler anglais, et il l'a appris sur le tas. Donc encore une fois, c'est une question d'ambition et de ce que vous avez envie de faire avec la langue. C'est le plus important. Si votre objectif, c'est juste d'être compris, qu'est-ce qu'on s'en fiche de si vous avez un bon accent ou pas, hein. Ensuite, un conseil que j'ai envie de donner, on a tendance à nous dire, il faut regarder des films en anglais, il faut regarder des séries en anglais. Je suis d'accord. Mais quand on commence, je vous encouragerais plutôt à lire en anglais. La raison derrière ça, c'est qu'en fait, les films, ça va à l'allure du film. Soit vous avez envie de regarder un film en 0,5 pour mieux apprendre l'anglais, mais je suis pas sûre que ce soit très plaisant, alors qu'avec un livre, vous allez à votre rythme. Vous lisez un paragraphe par jour, c'est pas grave, le livre il vous attend, vous pouvez prendre le temps de lire comme vous voulez, au rythme que vous voulez. Lire en anglais, c'est toujours mieux que regarder des films et séries en anglais. Ça vous laisse vraiment le temps d'imprégner la langue, et il y a moins de stress autour du fait que,
vous pouvez pas vraiment comprendre tous les mots. Là, vous avez une chance, si jamais c'est quelque chose que vous voulez, de vraiment comprendre tous les petits mots entre, et c'est beaucoup mieux. Et après, une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez passer aux films, aux séries. Et un autre conseil que j'ai envie de donner, c'est par rapport à la musique. Écouter de la musique en anglais, je pense que la majorité d'entre nous, on le fait déjà. J'ai envie de vous encourager à chanter à voix haute. Vraiment, quand vous êtes seul chez vous, chantez à voix haute les musiques en anglais. On s'en fiche si ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Votre cerveau, il va s'habituer à essayer de trouver les mots. Après, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez toujours aller voir les paroles sur Internet. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Juste, vous vous amusez à chanter à voix haute. C'est de la musique qui va venir vous faire chier parce que vous parlez pas les bonnes paroles. Et aussi un exemple pour ça de mon expérience qui me fait beaucoup rire, c'est la dernière fois j'écoutais la musique de Bridget Mendler, ça s'appelait Hurricane. Il faut savoir, alors je me rappelle plus des paroles, mais il y a un moment où elle dit rain, et quand j'étais petite, j'avais toujours compris le mot brain. Je chantais ça à tue-tête, et au lieu de dire rain, je disais brain. Donc au lieu de dire pluie, je disais cerveau. La musique n'a aucun sens, hein. Mais vraiment, je chantais ça à gorge déployée, mais ça me faisait kiffer, et ça me faisait travailler mon accent indirectement, ça me faisait me sentir bien parce que j'avais l'impression d'avoir compris un mot dans la musique. Vraiment, on s'en fiche, juste chanter. Genre chanter dans la langue que vous apprenez, c'est trop bien. Et le plus vous allez apprendre la langue, le plus vous allez comprendre les mots des chansons que vous chantez, et c'est encore mieux, genre la sensation elle est incroyable. Et aussi, fun fact par rapport à cette musique, c'est qu'aujourd'hui ça m'arrive encore de la chanter, et je la chante toujours faux. Je sais pas pourquoi, mais le mot qui revient toujours c'est brain, et ça me fait beaucoup trop rire. Ensuite, c'est un peu inévitable, mais il faut apprendre à parler la langue. Après, je sais que tout le monde n'a pas forcément des gens avec qui parler, mais j'ai des solutions. La première solution que moi j'ai faite quand j'étais petite et qui me fait beaucoup rire, c'est je faisais semblant d'être dans des interviews. Je suis une grande star, on me pose des questions sur ma vie, ou sur un film dans lequel je suis passée, ou sur un livre que j'ai écrit, enfin bref, c'est trop drôle. Et franchement, je vous encourage à faire ça parce que c'est trop marrant, parce que franchement, je sais pas, mais c'est trop rigolo. Genre, vous êtes juste tout seul chez vous et vous faites ça. Ça me fait rire de me dire que quand j'avais 12 ans, j'étais là dans ma salle de bain. En plus, les interviews que je faisais, on va pas se mentir, les phrases n'avaient rien à voir avec de l'anglais. Des fois, j'inventais des mots au milieu histoire de dire, vraiment, genre, ne vous prenez pas au sérieux, faites-le juste pour rigoler et pour vous entraîner à la langue. Vraiment, l'importance derrière parler anglais, c'est aussi créer ce sorte de deuxième cerveau qui va penser en anglais aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de cette phrase que les profs d'anglais nous disaient toujours, c'est ouais, faut pas traduire mot pour mot. C'est un peu vrai dans le sens où il faut pas réfléchir avec votre cerveau français, il faut réfléchir avec votre cerveau anglais. Donc créez-vous un deuxième cerveau de la langue que vous voulez parler et de temps en temps vous vous dites ok bah vas-y, je vais penser en anglais. Et vous vous imaginez des phrases en anglais, je sais pas, un truc bête genre en mode bon bah je vais faire la cuisine, bon bah je vais faire ci, ok maintenant je vais faire ça. Et vous le dites dans la tête mais en anglais. Et dans l'ensemble ça va commencer à faire un peu travailler votre cerveau dans une autre langue. Et ça sera plus facile de parler après. Aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes que vous pouvez mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de faire des fausses interviews comme je faisais quand j'étais petite. Vous pouvez utiliser ChatGPT. Même si je tiens à rappeler que l'intelligence artificielle a un gros impact sur l'environnement, vous pouvez de temps en temps utiliser ChatGPT ou surtout Character AI parce que Character AI, vous pouvez vraiment parler avec la personne. Mais je vous encourage quand même à faire les interviews parce que déjà pour la planète c'est mieux et puis pour votre imagination aussi c'est mieux. Honnêtement, il y a plus de raisons positives pour faire un faux interview que d'utiliser Character AI, mais si vraiment vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours faire ça. Aussi, un détail important, je pense qu'il peut vous aider si vous voulez apprendre l'anglais et discuter en anglais avec des natifs, mais que vous n'avez pas la possibilité de voyager, il y a une application qui s'appelle HelloTalk. Je l'ai utilisée pendant une période et c'était trop bien, je me suis fait des amis. Alors je suis plus trop en contact avec eux aujourd'hui, mais je vais pas mentir, ça m'a vraiment permis d'améliorer mon anglais parce qu'en fait vous discutez avec des natifs qui eux veulent apprendre votre langue et donc ils vont corriger vos erreurs à l'écrit ou à l'oral. Vous pouvez faire des vocaux, ils peuvent faire des vocaux, vous les corrigez dans votre langue, donc en gros ils peuvent vous parler par exemple en français et vous parlez en anglais et ça vous permet de pratiquer la langue indirectement, donc je vous encourage à faire ça. Maintenant, les difficultés rencontrées. Alors, j'en ai pas trop souligné parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que la raison pour laquelle je voulais apprendre l'anglais a fait que c'est venu tellement naturellement que je me rappelle pas trop des soucis que j'ai pu rencontrer, mais je me suis rappelé de certains que j'avais envie de partager avec vous. Alors déjà, quand vous allez commencer à lire en anglais, ça va être tellement chiant. Je crois que j'ai derrière le livre avec lequel j'ai commencé à lire en anglais, je vais vous le chercher. Attends, je vais essayer de pas faire bouger le micro, on va faire un petit peu d'acrobatie. Je suis de retour. Le livre, il s'appelait Ferrell's The Crow Talker. Et je l'ai juste pris parce que je le trouvais beau. Et c'était dans une librairie tout à 1 € quand j'avais fait un voyage à Londres, je crois, avec les cours ou un truc du genre. Bref, peu importe. Et vraiment, la seule raison, c'est parce que je le trouvais beau. Je vais être honnête, le livre était pas si incroyable, mais juste la vibe avec les corbeaux et tout, ça m'a trop fait kiffer, je vais pas mentir. Je suis un peu une crow obsessed, comme vous le dit cette petite figurine. Et bien évidemment ma passion pour Six of Crows. Et je sais que ce livre, si on l'ouvre, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais les premières pages étaient remplies de mots que je ne connaissais pas. Regardez. Je sais pas si vous avez bien vu,
mais le nombre de mots par page, la page d'après est encore pire. Je vous mettrai une photo, mais la page d'après, vraiment, il y a des mots partout. C'est-à-dire que je voulais vraiment tout comprendre. Je soulignais tous les mots que je connaissais pas. J'allais chercher la traduction. Et pour vous dire, même après, j'ai lu les Harry Potter en anglais. Comment vous dire, c'était un calvaire. C'est-à-dire que j'avais un carnet dans lequel j'écrivais tous les mots que je connaissais pas. Et je cherchais la traduction après pour mettre à côté. Le carnet a fini avec plein de mots anglais que je n'ai jamais traduits. Parce que j'avais la flemme. En fait, des fois, je lisais. Et en fait, ça me saoulait d'aller toujours sur traduction. Je voulais juste lire. Donc, au fur et à mesure, tous les mots ont fini sans traduction à côté. Et je me suis habituée et j'ai fini par trouver le sens des mots au fur et à mesure de ma lecture. Donc, on va dire que la plus grosse difficulté, c'est à quel point c'est chiant au début parce que t'as vraiment envie de tout comprendre. C'est normal. Si vous devez passer par là, allez-y. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vraiment. Peut-être pour les premiers chapitres, c'est préférable pour vraiment avoir le temps que le livre s'installe, que l'univers s'installe. Mais après, vous embêtez pas. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de traduire les mots que vous ne comprenez pas et qui reviennent. Et le moins de mots vous traduisez, le plus facile ce sera de se rappeler de ceux qui étaient les plus importants dans les passages. Un exemple que je peux donner, quand je lisais Harry Potter, le tout premier, Harry, il rentre, vous savez, dans la grande salle. Et à chaque fois qu'il rentre dans la grande salle, le plafond de la grande salle, il est toujours décoré, en fonction de Noël, en fonction de Halloween, en fonction de la rentrée et plein d'autres choses. Et le mot plafond, il revenait en permanence. Il faut savoir que le mot c'est ceiling, et c'est pas un mot qu'on nous apprend tous les jours à l'école. Le fait de traduire moins de mots, mais quand ils sont répétitifs, ça vous permet aussi d'associer le mot à la scène. Maintenant, à chaque fois que j'entends le mot ceiling, je l'associe à cette scène dans Harry Potter. Et c'est plus simple de me rappeler du mot parce que j'ai un contexte autour. Donc l'idéal c'est de traduire moins de mots, mais de traduire ceux qui reviennent surtout. Donc faites pas comme l'autre livre que je vous ai montré avec autant de mots, pour moi c'est trop et vous allez en avoir marre de lire, vous allez peut-être pas jeter le livre à la poubelle, mais en tout cas vous risquez de pas le rouvrir très souvent. Aussi, c'est pas forcément un problème que j'ai rencontré, ça m'arrivait de lire des mots que je ne comprenais pas et quand je les traduisais, je me rendais compte que je les connaissais déjà. Je vais pas mentir, cette sensation elle est un peu pénible, mais en même temps, il y a un petit côté satisfaisant en mode ah bah du coup ça va m'aider à retenir ce mot que je connaissais déjà. Il peut arriver que vous traduisiez des mots que vous connaissiez déjà et au fond moi je trouve que c'est une bonne chose, même si c'est pas le meilleur sentiment quand vous arrivez sur traduction et vous êtes là en mode putain je suis trop conne, j'aurais vraiment pu le trouver si facilement. Mais c'est juste que la prononciation que vous aviez dans votre tête était pas bonne. Déjà ça vous permet d'améliorer votre accent et en plus ça vous permet de fortifier un peu votre confiance en vous par rapport aux mots que vous connaissez déjà en anglais. Et après on va venir à la plus grande difficulté à laquelle j'ai vraiment associé tout un chapitre, c'est vraiment celui du regard des autres. C'est un sujet qui m'agace un petit peu, mais j'en ai conclu beaucoup de choses qui je pense peuvent vous aider et je suis là pour vous donner confiance en vous dans votre apprentissage de l'anglais, je suis pas là pour vous rabaisser. J'espère que cette partie va vous permettre d'être un peu hype, que vous allez vraiment avoir plus envie d'apprendre l'anglais, parce que aujourd'hui, en France, on adore se moquer des gens qui font des efforts quand ils apprennent l'anglais. Et je veux souligner le fait qu'on parle des gens qui font des efforts. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur Instagram où je parlais du livre Lou. De base, je voulais faire cette vidéo en anglais et je me suis dit c'est un peu con parce que c'est un livre qui est en français, donc j'ai fini par faire la vidéo en français. Sauf que comme j'étais un peu dans cet état d'esprit de je parle anglais, ça m'est arrivé de mettre quelques anglicismes à droite à gauche. Pour vous dire, quand je suis partie aux États-Unis, c'était il y a 2 ans, je suis partie aux États-Unis et j'avais déjà un très bon accent. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, même les Américains, ils se rendaient même pas compte que j'étais française. Il fallait que je précise que je suis française pour qu'ils le sachent. Donc mon accent était déjà très bien, ok? Et ça c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai fait donc la vidéo sur Lou et j'ai utilisé des mots anglais et j'ai eu un commentaire d'ailleurs d'un gars qui m'a dit c'est quoi ces mots anglais avec un accent anglais que même les natifs n'ont pas. J'ai eu des critiques sur mon accent anglais alors que les Américains ne savaient même pas que j'étais française. Donc, s'il y a une chose que ces gens critiquent, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous êtes ridicule, ils ont pas envie de faire d'efforts sur l'anglais. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est vous rabaisser quand vous faites des efforts en anglais. Et ça, ils vont le faire mais très ouvertement, ils vont pas se retenir. Je veux vraiment insister sur ce point parce que je veux un peu vous donner confiance en vous et je veux vraiment vous laisser comprendre que vous êtes pas nul si on se moque de vous. Ça n'a rien à voir, c'est juste parce que vous faites des efforts. Et faire des efforts, c'est un peu obligatoire si vous voulez vous améliorer. Donc, quand vous êtes face à des gens comme ça, qui vous critiquent par rapport à votre accent, faites comme si ils étaient pas là. Vraiment, faites comme s'ils étaient pas là. Parce que il y en a qui avancent, vous, en l'occurrence, et il y en a qui restent sur le banc de touche à se foutre de votre gueule. Et je pense qu'il y a une team dans laquelle vous avez un petit peu plus envie d'appartenir. Et ça m'a fait réaliser quelque chose, c'est que j'ai vraiment été privilégiée par rapport à mon apprentissage de l'anglais. C'est-à-dire que j'ai été dans des classes anglais européens où la majorité des gens qui étaient dans ces classes voulaient apprendre l'anglais, voulaient s'améliorer en anglais, donc il y avait moins de jugement. Et ce qui me rend un peu triste aujourd'hui, c'est le fait que les personnes qui ont à faire face
à tous ces gens qui se moquent d'eux, c'est des gens qui sont dans des classes d'anglais normaux, avec des gens qui sont pas forcément à l'aise à l'anglais, qui ont envie de s'améliorer mais qui n'ont pas forcément les compétences de base. C'est encore plus difficile pour eux de faire des efforts parce qu'on les rabaisse en permanence à côté. Et tout ce que ça fait, c'est ça agrandit l'écart entre ceux qui s'en sortent très bien en anglais et ceux qui veulent s'améliorer en anglais et qui ont déjà des difficultés. Je connais tellement de gens autour de moi, ça se voit ils détestent pas l'anglais, ça se voit qu'ils aimeraient bien apprendre l'anglais et s'en sortir en anglais, mais ils y arrivent pas parce qu'ils ont été dans ces classes où on leur a dit que s'ils font des efforts, s'ils parlent anglais, s'ils participent, ils sont juste nuls ou alors ils sont ridicules ou... Enfin bref, enlevez-moi ces idées de votre tête, maintenant, tout de suite. Je veux pas entendre ce genre de bêtises, surtout si vous êtes encore au collège et lycée, je sais pas qui regarde cette vidéo, mais vous avez sûrement connu des gens comme ça, et vous êtes peut-être encore en train de connaître des gens comme ça, ne faites pas attention à eux. Ne faites vraiment pas attention à eux. J'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions par rapport à justement ce sujet d'apprendre l'anglais. Il est possible que je filme une deuxième partie parce que j'ai vraiment fait le sondage il y a 1 ou 2 heures et je vais pas mentir, j'aurai peut-être pas toutes les questions, donc il y aura peut-être une deuxième partie pour ces questions. Déjà, je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont posé la question par rapport à mon accent. Alors c'est un accent américain, à préciser, il y a 1000 accents différents. Mais qu'est-ce qui a amélioré mon accent? Je pense que déjà il y a les fausses interviews, ça c'est sûr, ça m'a aidé. Le fait de parler, ça aide, mais surtout aussi d'écouter. Et j'écoute énormément de contenu en anglais avec l'accent américain. Alors il y a 1000 accents américains, mais on va dire celui de base quoi. Donc si vous voulez améliorer votre accent, ce que je vous recommanderais, c'est surtout de partir sur des créateurs de contenu ou des artistes qui ont l'accent que vous voulez avoir. Je sais qu'un de mes plus grands regrets aujourd'hui, c'est que je n'ai pas l'accent british et j'adore l'accent british. J'aimerais trop l'avoir. Je pense que l'accent dépend vraiment du contenu que vous regardez et des gens que vous écoutez parler. C'est ça qui va faire la différence. L'oreille et le fait de beaucoup pratiquer à l'oral. Et je pense que indirectement la lecture a aussi aidé parce que j'aime bien lire à haute voix. Et ça, je vous encourage aussi à le faire pour améliorer votre accent, c'est de lire à haute voix. Quand vous lisez à haute voix, il y a toujours ce moment gênant où vous prononcez un mot et vous vous dites mais ça se prononce absolument pas comme ça. Et du coup, vous êtes obligé de vous reprendre jusqu'à ce que vous prononciez le mot comme vous l'avez entendu dans un film ou dans une série ou quand votre artiste préféré parlait dans un interview. En plus, c'est trop rigolo, je suis désolée, mais quand vous lisez un livre et que vous êtes là à lire à haute voix le truc, moi je kiffe, ça me fait trop rire. Et rajouter de l'émotion dedans, rajouter de l'énergie dedans, c'est trop drôle. Donc vraiment, je pense que ça a aussi beaucoup impacté mon accent de lire à haute voix en anglais. Aussi, peut-être une précision à ajouter, c'est que j'ai un peu appris l'anglais dans ma chambre, entre mes 4 murs. J'ai commencé à voyager et à parler l'anglais avec des natifs seulement après avoir eu un bon niveau. Donc je pense pas que voyager ou aller dans des grandes classes d'anglais ce soit nécessaire pour vous en sortir en anglais. Vraiment, je pense que tout le monde peut y arriver à sa propre échelle. Chacun va prendre son temps, bien évidemment, c'est pas une course, mais à vous de trouver les techniques qui marchent pour vous, qui vous amusent aussi, parce qu'apprendre une langue c'est censé être amusant, c'est pas censé être une corvée. Une autre question que j'ai eue, c'est par rapport à la conjugaison. Je comprends, vraiment, je comprends, la conjugaison c'est horrible et je pense que là pour le coup j'ai eu de la chance d'apprendre ça à l'école et que j'étais obligée d'apprendre mes verbes irréguliers par cœur. Je pense que c'est un peu inévitable d'apprendre les verbes irréguliers par cœur, ça fait chier, je vais pas mentir, c'est insupportable, c'est tellement pénible d'apprendre les verbes irréguliers, mais une fois que vous les avez, je vous jure ça reste. Et honnêtement je suis sûre, il y a plein d'exercices en ligne que vous pouvez arriver à trouver et à faire pour vous améliorer, donc franchement, il n'y a pas à s'inquiéter sur ça. Après je sais que la conjugaison anglaise est beaucoup plus facile que la conjugaison française. Les conjugaisons françaises, quand tu les revois de la base, c'est horrible. Je sais pas comment on peut arriver à se plaindre de la conjugaison anglaise, même si je comprends, indirectement toutes les conjugaisons sont pénibles, mais vraiment à côté de la conjugaison française, on s'en sort bien. On s'en sort vraiment bien. Pour ce qui est de la conjugaison, je sais que j'ai un tableau que je vais essayer de vous mettre là, qui m'a vraiment aidé de fou pour bien parler anglais et quand savoir utiliser chaque temps. Je fais encore des erreurs mais c'est vraiment un tableau qui m'aide. Peut-être que j'essaierai de faire une vidéo en aparté pour vous expliquer le tableau plus en précision. Je vous encourage vraiment à vous référer à ça si vous voulez vous améliorer par rapport à vos conjugaisons en anglais. Vous devriez arriver à trouver des vidéos sur YouTube qui vous expliquent ce tableau mieux que moi. Je vais peut-être essayer d'en faire une vidéo de comment moi je le comprends aujourd'hui. Ça résume toutes les conjugaisons en anglais. Une fois que vous avez ce tableau en tête, ça vous résume toutes les conjugaisons et vous êtes tranquille. Vous n'avez plus à vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc j'espère que ce tableau va pouvoir vous aider. J'espère que cette information va pouvoir vous aider par rapport aux conjugaisons parce que je peux comprendre que c'est un peu insupportable les conjugaisons. Ok, j'ai eu plus de questions. Répondons-y ensemble. J'ai eu une question sur la syntaxe. Comment bien construire ces phrases en anglais à l'écrit. Alors, j'aimerais avoir une réponse à ça, mais je vous avoue que je n'ai pas forcément le talent. J'écris et je fais de mon mieux, mais je vous avoue que je sais même pas comment je fais. En fait, le problème, c'est que la personne qui m'a posé cette question, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Et mon conseil que j'aurais, c'est
de lire, comme ça vous vous habituez à lire des phrases en anglais, et comme ça c'est plus facile d'écrire en anglais. Sauf que sachant que la personne qui m'a posé cette question lit beaucoup, j'ai l'air un peu con, parce que je me dis est-ce que c'est vraiment la technique, parce que sinon est-ce qu'elle poserait la question, du coup je panique. En tout cas lire ça m'a beaucoup aidé à un peu comprendre comment la langue fonctionne, et je pense que aussi en termes de syntaxe, l'idéal c'est de réfléchir avec ce cerveau en anglais pour écrire, mais je pense que j'ai pas plus de conseils que ça. Bon, par rapport à l'accent, il y a ce commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Je vous avoue qu'à ce niveau-là, je pense que ça va être les mêmes conseils que pour la prononciation en général. En fait, je pense aussi, ça j'en ai pas parlé plus tôt, mais je pense que la façon dont vous utilisez la langue, dans la vraie langue, genre dans votre bouche, ça impacte la langue que vous utilisez aussi. C'est-à-dire que quand je parle en français, j'ai l'impression que ma langue elle est plus derrière, et si j'essaie de parler en anglais avec mon accent français, ma langue va rester au même endroit. So for example, I'm gonna use my tongue the same way I use it in French, but it's going to be in the back of my mouth. On the other hand, when I used my tongue in English, it's way more moving. It's less in the back of my mouth. It's going to be more near my teeth, especially when I'm doing the th. En gros, ce que je viens de dire, c'est quand je vais utiliser l'anglais, ma langue va être beaucoup plus devant et elle va être beaucoup plus en mouvement entre mes dents et au fond de ma bouche pour faire certains sons. Alors que le français, si vous parlez en français à voix haute, vous vous rendrez compte que la langue est vraiment au fond de la bouche. Elle vient quasiment jamais devant les dents. Si vous voulez vous débarrasser de l'accent français, peut-être, je sais pas si c'est un bon conseil, mais j'aurais envie de dire que oui, réfléchissez à comment vous positionnez votre langue dans votre bouche et essayez de plus la faire bouger. Je sais pas si ça fait sens, j'ai l'impression que je raconte n'importe quoi. Alors, en combien de temps j'ai estimé que j'étais bilingue? Je pense que, je vais être honnête, c'est pas quelque chose qui est facile à estimer. Je pense que c'est à vous de décider quand est-ce que vous considérez que vous êtes bilingue. Si vous avez confiance en vos capacités à parler anglais et échanger en anglais avec des natifs, vous pouvez vous considérer bilingue. Et même si votre accent est nul, je suis désolée, mais pour moi, être bilingue, c'est pas forcément avoir un bon accent. Être bilingue, ça peut être juste, tu gères bien la langue, mais des fois, ton accent, tu entends que tu viens de France ou tu viens de... Peu importe d'où vous venez, c'est logique que vous ayez un accent. Après, à vous de travailler dessus si vous avez envie ou pas, mais vous pouvez être bilingue sans avoir l'accent. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous déterminez, ou en termes de durée, je saurais pas dire combien de temps ça m'a pris, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé tôt et j'ai eu la chance d'avoir le soutien scolaire aussi. Donc si vous commencez à 22 ans, ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à ce que moi j'ai fait, sachant que quand j'étais au collège, mes cours d'anglais, j'en avais rien à faire. Donc est-ce que je compte ces années comme des années de travail sur l'anglais ou pas? Ça dépend en fait de votre implication. Donc je pense que être bilingue, c'est pas dans une durée de temps, c'est plus quand vous avez confiance en vous et vos capacités de parler anglais en général. Quelle était ma motivation pour apprendre l'anglais avec efficacité? Ma motivation, j'en ai un peu parlé, même beaucoup parlé au début de cette vidéo, donc c'était vraiment que quand j'étais petite, je voulais être actrice américaine, j'étais en mode I'm gonna be a fucking star. J'étais sûre de moi et en fait j'avais pas le choix d'apprendre l'anglais et aujourd'hui c'est resté vu que je veux écrire en anglais. Je suis toujours intéressée par l'acting avec des objectifs différents mais c'est toujours un petit peu la même chose et je pense que c'était ça ma motivation première. Mais après encore une fois comme on en a parlé au début de la vidéo, la motivation elle est propre à vous et par rapport à ça n'hésitez pas à adapter vos efforts pour apprendre l'anglais. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère vraiment que ça vous aura aidé et que ça aura aussi démystifié cette idée qu'il faut être parfait quand on apprend une langue, absolument pas, on est là pour faire des erreurs et tous les gens qui se moquent de vous quand vous faites des efforts, encore une fois c'est pas parce que vous êtes nuls. Je me suis pris des critiques alors que mon accent est quasiment irréprochable. Il y a une chose à faire, c'est ne pas les écouter. Juste, j'ai tellement envie de les... Taisez-vous, laissez les gens s'améliorer. Pour le message positif de la fin, vraiment, continuez à vous améliorer. Vous êtes incroyable. Vous allez vous en sortir. Et vous allez être bilingue si vous le voulez. Ou alors vous allez juste un petit peu parler anglais, mais très bien vous en sortir si vous le voulez. Peu importe votre objectif, vous allez vous en sortir. L'anglais, c'est beaucoup plus facile que le français. Franchement, je suis plutôt contente de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Alors, c'est bizarre parce que mon outro, j'ai tendance à la faire en anglais. Comment je traduis ça? Attendez. Sur ce... je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Comment je peux dire ça? Bon, je pense qu'on va la faire en anglais, ce sera 1000 fois plus simple. Until then, take care of yourself, be kind to yourself, and I'll see you next week.